Depuis l'épisode 7, consacré au principe de l'agroforesterie syntropique appliquée à sa pépinière, Anaëlle Théry a beaucoup évolué. Elle expérimente en Dordogne l'agroforesterie syntropique pour les particuliers et pour les maraîchers. Pour les particuliers qui souhaitent créer leur potager résilient, leur espace nourricier, en invitant les participants et les participantes de ces formations à retrouver un processus de pensée et une posture intérieure juste et bénéfique pour le vivant. Sa manière de travailler passe par l'importance d'expérimenter et l'importance d'appliquer les principes de l'agroforesterie syntropique aussi bien sur le terrain par la technique que dans son mode de vie et dans sa posture intérieure. C'était vraiment un superbe échange avec Anaëlle qui est mon amie. Je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez surtout pas à aller voir son site web pour pouvoir réaliser une formation avec elle. À bientôt! Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Coucou Anaëlle. Coucou. Alors on est chez toi à Florac dans le Périgord, pas très loin de ta pépinière Joala. Et j'avais envie de refaire un podcast avec toi après 1 an et demi. On avait fait l'épisode 7 dans ta pépinière. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que j'ai remarqué une grande évolution dans ta pratique et dans la manière dont tu transmets. Je suis aussi très touchée et honorée que tu souhaites consacrer autant de temps et d'énergie à accueillir les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. Tu fais vraiment partie des fermes pépites de l'école. Et depuis cet épisode, il s'en est passé plein de choses. Depuis cet épisode qu'on a enregistré il y a 1 an et demi. Déjà, avant de commencer, j'avais envie de te poser une petite question brise-glace. Est-ce que tu peux nous dire, si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi ? Ah, oula. Un animal terrestre ou un animal marin ? Comme tu veux. Eh ben, un animal terrestre, un héron, et un animal marin, une tortue lutte. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Voilà. Ok. Un héron, ça me plaît bien, le petit héron. Ça t'est venu comme ça Non, c'était une discussion justement avec des étudiants de l'EAV où on avait imaginé les animaux qui nous correspondaient le mieux. Ok. Voilà. Pour mettre les gens un petit peu les personnes qui nous écoutent un petit peu vraiment dans ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de visite guidée un petit peu de ton terrain ? Et tu vois, tout à l'heure, on y a passé la matinée et tu me montrais le potager syntropique dont une okay. Vidéo existe The vidéo. Qui a été faite cet été. Et tu me montrais à quel point ça pousse, à quel point tu tailles, etc. Est-ce que tu pourrais faire une petite visite guidée pour les gens ? D'accord, alors je travaille sur 1,5 hectare. Et toute seule, avec des stagiaires qui passent régulièrement en période de pointe, on va dire. Petit à petit, les expérimentations en agroforesterie syntropique ont pris le pas au niveau temps et au niveau espace sur la production de la pépinière. Du coup, en gros, j'ai la pépinière, mais j'ai surtout beaucoup d'espace d'expérimentation. Donc la vidéo que tu as faite chez moi cet été, ça a fait le buzz, on va dire, autour. Mais il y a plein d'autres espaces qui n'étaient pas filmés et on fait un suivi visuel cette année aussi. La mini Syntropic Forest, justement, qui est donc au fond à gauche. Et en fait, le but de chacune de mes expériences, c'est d'être facilement récupérable et refaisable chez les gens. Donc je réfléchis en fonction d'un besoin particulier. Par exemple, l'expérimentation du potager, elle a commencé à être faite parce que, alors pour plein de raisons, plein de facteurs différents, mais comment faire de la syntropie quand on est par exemple en location et qu'on ne peut pas planter 10 arbres au mètre carré et qu'on a envie quand même d'avoir une production qui puisse résister aux extrêmes climatiques au maximum
créer son propre microclimat par rapport à l'eau aussi, et avoir une belle production, aggrader la terre, produire mieux, produire plus et arroser moins, tout en respectant les principes du vivant, de succession, en acceptant qu'on ait un hiver, en acceptant les circonstances de climat encore soi-disant tempérées que nous avons ici. La mini Syntropic Forest, c'était histoire de faire une sorte de mini forêt-jardin. Donc par exemple, elle fait 42 mètres carrés. Dessus, il y a 8 arbres fruitiers, 30 petits fruits, 15 arbustes à baies comestibles. Ça, c'est la production principale. Et en bordure vivante, ça fait partie de mes expérimentations. En fait, je produis énormément de biomasse sur mes propres lignes, en 3 dimensions. Et donc, dans les bordures vivantes, il y a 60 pieds de consoude, 60 pieds de mélisse, 60 pieds de sauge, des dizaines et des dizaines de pieds de romarin, de lavande, des licorice curry, des bleds, des salades, mais pas pour la production, pour la biomasse. Des baies de goji, des centaines de boutures de saule, de Lonicera fragrantissima, de Buddleia qui sont là pour la biomasse. Et mon but, par exemple, dans ce petit espace-là, c'est à part le moment où je l'ai mis en place, donc il y a à peu près 15-16 mois, je n'importe plus de biomasse de l'extérieur. C'est-à-dire dans mon choix d'expérimentation, j'ai le droit d'amener des plants à repiquer ou des graines, mais c'est tout. C'est-à-dire que toute la biomasse est produite in situ. Et c'est extrêmement vert. Et rappelons que tu n'as pas d'irrigation du tout. Non, j'ai pas irrigué. Alors, je me suis permise de mettre quand même un goutte à goutte sur la parcelle pour les 3 premières années, si jamais il y avait besoin. Je ne l'ai pas utilisé l'année dernière parce qu'on a un été assez pluvieux. Mais pour les 3 premières années, je pourrais l'utiliser. Ceci dit, le sol, s'est tellement transformé en si peu de temps que je ne suis même pas sûre que j'en aurais besoin. Sauf si, bien sûr, on monte à des températures extrêmes de 50 degrés pendant plusieurs semaines, là, oui. Mais le but, c'est d'être vraiment... L'eau est un des axes prioritaires pour moi de résolution. Alors, je te fais visiter le reste. Je veux bien. Il y a des espaces, alors il y a plein d'espaces, il y a une quinzaine d'expérimentations à plein, je compte pas les premières que j'ai faites qui sont vraiment très très éloignées de ce que je fais déjà aujourd'hui, parce que j'ai changé totalement mon point de vue sur la plantation. En fait, j'ai commencé à planter comme on m'a appris, et du coup un peu en copier-coller de ce qui se fait par exemple dans les pays chauds comme le Brésil, en utilisant la biomasse des interrants et la biomasse ligneuse qui là-bas, ça va être du bananier, des eucalyptus qui poussent à une vitesse folle. Et je me suis rendu compte que je suis trop pressée, j'ai envie d'avoir ma jungle rapidement. Et ça suffisait pas en fait, c'est trop lent chez nous. C'est pas que c'est trop lent, c'est qu'on n'a pas les mêmes végétaux, on n'a pas le même climat, on a des hivers. Et du coup, je me suis mis à carrément supprimer les interrants et mettre toute ma biomasse sur les lignes et créer de la biomasse en 3 dimensions au niveau annuel. Ce qui est d'ailleurs assez marquant dans la vidéo que Opaline t'a faite cet été dans le potager, dans l'espace d'expérimentation du potager. Parce qu'on a des tournesols qui montent à 4 mètres de haut, on a une canopée forestière potagère au bout de quelques mois, et on rentre à la machette sur un sol qui était complètement... il y a du gravat au départ, 10 cm d'argile hyper pauvre et du chien-dent. Je me suis dit, ouais, c'est le meilleur endroit pour essayer à Saint-Tropez. Et c'était un fantastique parce que le sol, il est complètement différent. Dans la plupart des planches, il est meuble, il est presque noir, il est semouleux, il est vivant, ça grouille de marcel. Les marcels, c'est mon petit nom d'amour que je donne à mes vers de terre. Voilà, donc du coup, je sais plus où j'en suis dans la visite. Tu parlais des endroits que tu as plantés à l'ancienne. Oui, c'est ça. Donc je les compte plus dans mes espaces d'alimentation. Je les garde parce que c'est mon musée des erreurs. C'est une phrase que je garde de Steven Werner qui m'avait montré le sien, et j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est en se plantant qu'on pousse, hein. Et le but de ma recherche, c'est vraiment, on n'a pas le temps de tergiverser et d'avoir 30 ans de recul pour se poser la question.
C'est vraiment de pouvoir, en permanence dans les formations que je donne ou dans les visites que je fais, de pouvoir transmettre, entre guillemets, la pointe de ce que j'ai trouvé en recherche. Et du coup, voilà, ça permet sur très très peu de temps, malgré le fait qu'on soit en climat tempéré, d'avoir un sol qui réagit extrêmement bien, d'avoir un saut du chat. Alors pour rappel, le saut du chat, c'est le moment où le sol passe d'un support, on va dire, neutre, presque amorphe, dans la plupart des endroits c'est souvent ça, à une explosion du vivant. Elle est faible au début, puis après ça s'accélère. C'est assez incroyable. Moi ça fait 21 ans maintenant que je fais du jardin, et de la pépinière et plein de choses, mais j'avais jamais vu ça avant. Et c'est assez incroyable. Et je voulais juste faire une petite note parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, c'est bien, faudrait mettre des tournesols dans mon jardin. » Et dans la vidéo que tu as prise, je regrette de ne pas avoir précisé que on est en plein août, on rentre à la machette, et pour moi c'est déjà presque la fin, parce que par rapport au juillet où c'était une explosion de vert intense, c'est presque vide par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est très relatif, hein, parce que quand on voit la vidéo, on a vraiment l'impression que c'est la jungle. Et ben, au moment où tu es passé, il restait 1/50 des tournesols de départ. Et il y avait des centaines et des centaines de maïs qui étaient déjà taillés et reposés au sol. Et ce n'est pas la production. Voilà, c'est pour montrer l'intensité de la vie qui a été portée là et réoffert à ce cycle du chat pour aller vers l'abondance. Et en fait, faut pas... je compléterai en disant qu'il faut pas avoir peur de planter beaucoup pour pouvoir ensuite tailler beaucoup. Il faut énormément... C'est ça qui fait qu'il y a un saut du chat aussi. Ouais. En formation, je parle des 3 mousquetaires. Temps, espace et abondance. Donc le temps, c'est la succession dans le temps. L'espace, c'est la stratification dans l'espace. Et l'abondance, c'est donc mon 3e mousquetaire qui est très important. Donc évidemment, il y a la perturbation. Donc faut juste écouter les autres podcasts et regarder tous les autres vidéos des agronomes pour voir ce que c'est. Mais dans la perturbation, il faut bien pouvoir perturber quelque chose. Donc il faut une énorme densification tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça pousse, il faut que ça aille tout de suite. Et pour moi, c'est vraiment la différence que j'ai pu apporter avec les recherches. Voilà. Et cette année, je m'oriente encore sur différentes recherches qui prennent encore énormément de place dans la pépinière. Est-ce que ce saut du chat que tu as observé dans ton terrain, tu l'as aussi observé dans la manière dont dans ta place et dans toi, comment tu vois la vie et la transmission et... Oui, il y a eu c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. Il y a la syntropie. Tout d'abord, pour moi, c'est comment dire, se réapproprier. Réapproprier, c'est encore prendre quelque chose. C'est se réintégrer, c'est accepter, c'est changer de point de vue, c'est changer de vision et de retrouver. C'est vraiment la formulation qui me tient à cœur. Retrouver une place juste et bénéfique dans le sens du vivant. Pour moi, c'est absolument primordial. Et ça veut dire détricoter énormément d'habitudes mentales, culturelles, voire de vocabulaire qu'on va utiliser, parce qu'en fait on essaie entre guillemets de sauver le monde ou sauver les meubles, là où on en est c'est quasiment le radeau de la Méduse, hein, mais avec les mêmes outils qui nous ont permis de le détruire, donc c'est assez problématique. Et tandis que là on est obligé de faire un pas de côté, et c'est vraiment d'aller très profondément dans ce que Ernst Götsch, qui est le fondateur de la syntropie, propose. C'est au lieu d'être les intelligents, ça nous a pas réussi jusqu'ici, se souvenir qu'on fait partie d'un système intelligent. Et il suffit pas de le dire dans la tête, il faut que ça descende dans les tripes. Et donc pour moi, l'application sur le terrain où ça commence vraiment à exploser quand la technique est juste, c'est parce que la position intérieure elle est juste, et elle est de plus en plus juste en tout cas. Et donc retourner dans ce sens du vivant. C'est-à-dire que la recherche, elle a une résonance qui n'est pas du tout la même que si on était en blouse blanche dans un laboratoire. Ouais, donc c'est... Aujourd'hui, tu vois, là, dans le dernier épisode, on parlait beaucoup de Joala Pépinière, qui va peut-être un jour s'appeler Joala Bouturière, ou Joala Formation.
Il y a eu un saut du chat aussi dans... Enfin, on parle beaucoup de chats, mais il y a vraiment eu une accélération dans la manière dont tu transmets, parce que ça fait plus d'un an que tu... Enfin, ça fait longtemps que tu transmets, mais là, tu as vraiment trouvé ta place aussi dans donner des formations en agroforesterie syntropique, avec Gaïa Formation, qui est aussi partenaire de l'école d'agroécologie voyageuse. Entre autres, oui. Entre avec autres. eux et puis aussi sans eux. Ouais. Et sans eux aussi. Oui, il y a deux formules. Et en fait, pourquoi tu t'es mise à faire ces formations ? Pourquoi je me suis... Parce que, en fait, profondément, je suis quelqu'un qui cherche et qui adore transmettre. Ça, c'est vraiment... Ça me fait jubiler. Et je ne peux pas... La recherche que j'ai fait depuis le départ, intensément, ça m'a prise... je mange, je dors, je rêve Syntropie en permanence, donc je ne peux que l'expérimenter sur le terrain. Ça attire des gens qui veulent savoir comment ça se fait, et moi j'aime bien transmettre. Donc j'ai dû structurer ma pensée, expliciter comment je suis arrivée là, et surtout, c'est évident qu'on a besoin de revenir dans le vivant, vu l'état du monde à l'heure actuelle, il n'y a pas photo, quoi. Et non, c'est de la radio, il n'y a pas photo. N'importe quoi. Du coup, je disais des bêtises, je sais plus où j'en suis. On a besoin de revenir dans le monde du vivant ? Dans le sens du vivant, en tout cas. Parce qu'on est vivant, donc on peut pas faire comme si on protège la nature, l'environnement, tous les trucs sont faciles à poser sur le côté. Alors qu'on a vraiment besoin de retricoter notre relation, le fait... Au vivant en nous, déjà. En nous, au vivant autour. Enfin bref, ça va beaucoup plus loin. En fait, je dirais presque la technique, c'est presque un effet secondaire d'une place juste et bénéfique dans le sens du vivant. Presque, ça pourrait presque être ça. Là, ça s'adapte sur la production agricole, on va dire, ou jardinesque. Ou de poules, n'est-ce pas ? Oui, des poules. Ou autre, mais ça pourrait avoir 1000 autres facettes. Et en fait, la recherche est devenue tellement primordiale dans le temps et l'énergie que j'y passe, et elle est pour moi tellement indispensable de la formation, je ne me vois pas pouvoir former sans faire de la recherche, parce que déjà, entre la première de novembre et la dernière, il y a 2 semaines, pas le fond, mais la forme et la structure, les supports pédagogiques, les expérimentations, tout ça, ça nourrit en fait vraiment chaque formation qui évolue au fur et à mesure du temps. C'est la succession des formations dans l'espace aussi. Et c'est devenu tellement indispensable. Enfin voilà, ça se pose comme quelque chose de logique dans l'évolution de ma pratique. Ouais, ça me parle beaucoup parce que moi, avec l'école d'agroécologie voyageuse, moi et Julie, du coup, on adapte vraiment le contenu et la forme à chaque promo. Et une promo permet de nous faire évoluer sur la pédagogie de la promo suivante. Et en fait, c'est les personnes que tu as en face de toi qui te font évoluer. Et en même temps, toi... Au fond de toi, tu as la vision et tu sais ce qu'il faut transmettre, tout en t'adaptant à ton public, quoi. C'est très organique, c'est de l'interaction vivante. Ça me plaît vraiment profondément. Et ce qui me botte le plus dans la recherche, on va dire, déjà le mot recherche, je voudrais le préciser parce que c'est pas celui forcément auquel on s'attend. Pour moi, la recherche, c'est d'abord un espace de jeu. C'est jubilatoire, c'est vraiment comme qu'être un gamin, être complètement frais par rapport à ce qui arrive, observer, et si on faisait comme ça, et si je mettais ça, ben oui, mais si je faisais comme ça, et si, un peu comme qu'on dit, bon, et si on jouait assis, et moi on disait que j'étais, je sais pas, il y a tellement de jeux différents, un dragon bleu qui crachait du feu la journée, et de la glace la nuit, tout est possible. Et en Syntropie, on vit dans le vivant, tout est possible tant que ça reste dans les bases fondamentales du vivant. Et si j'utilisais de la blette comme un gros producteur de biomasse, c'est quoi cette idée farfelue ? C'est ça. Non, mais il faut. Hein. C'est très très utile la blette en producteur de biomasse. Ça va beaucoup plus loin, ça va dans tous les sens parce que justement, j'essaie de garder la ligne à ta question, pas aller dans tous les sens. Donc la recherche, c'est à la fois cet espace de jeu
de jubilation quand on observe, quand on découvre. En fait, c'est vraiment de l'émerveillement en permanence. Et il y a la moitié du travail, comme dirait un syntropiste néo-zélandais que j'aime beaucoup, la moitié du travail, c'est de s'asseoir et de rien faire, c'est d'observer, c'est d'accepter de regarder, d'être dans l'apprentissage en permanence, de ne pas savoir. Et en fait, plus on en sait, moins on en sait, comme dit la chanson, mais c'est totalement vrai. Et donc ça laisse un espace qui n'est pas occupé par je crois, je veux, je pense, je sais. Et du coup, ça a vraiment un espace des possibles. Et c'est dans cet espace des possibles qu'il y a une créativité énorme qui vient. Et c'est vraiment profondément jubilatoire, quoi. C'est le coup des maïs et des tournesols qui est devenu, entre guillemets, pour les gens que je forme, un classique. C'est déjà plus un classique parce que j'ai je sais plus combien de plantes en essai encore cette année, dans la même idée, mais pour changer les dynamiques, pour voir comment ça évolue. Enfin, il y a plein de... J'ai plein de nouvelles expérimentations en cours. Si tu veux finir le tour de la pépinière, on peut le faire maintenant si tu veux. Ouais, carrément. Alors les expérimentations en cours, en dehors d'autres, je vais pas forcément m'apesantir sur toutes, mais j'ai pour le moment seulement un demi kilomètre, on va dire, 500 mètres de haies qui sont très très proches, hein, pour certaines. Des fois, il y a juste un petit chemin entre. Sachant que j'en ai planté encore plein cet hiver, et du coup, je sais pas combien j'en ai maintenant. Et il y en a encore plein en plantation derrière. Donc ce sont des espaces qui font en minimum entre 50 et 100 voire 300 mètres carrés avec des buts précis. Cette année, je fais un travail spécifique sur l'adaptation d'agroforesterie syntropique, on va dire annuelle, donc le système syntropique en annuel pour le maraîchage. Parce que j'ai plusieurs amis maraîchers qui sont formés en syntropie, qui adorent ça, mais qui sont maraîchers, donc ils n'ont pas le temps de faire... en été, alors que moi c'est ma période creuse entre guillemets, enfin creuse tout est relatif, mais de faire des expérimentations tout azimut. Donc là j'ai quoi, j'ai 300, plus de 300 mètres carrés d'expérimentation de maraîchage avec chaque planche est une expérimentation, voire chaque demi-planche est un type d'expérimentation. Et le but c'est d'avoir des designs, des photos, des retours d'expérience qui vont permettre, j'espère, de pouvoir répondre à des choses très bêtes comme ne pas devoir se lever à 5h du matin pour pouvoir finir ce qu'on a à faire parce qu'à 10h il fait un soleil tellement monstre qu'on c'est impossible de rester dehors. Tandis que là, évidemment, quand t'as des plantes à 4 mètres au-dessus de toi, enfin pas à 4 mètres au-dessus de toi, à 4 mètres au-dessus du sol, et tu peux ramasser tes haricots verts à la mi-ombre, c'est fort agréable, même en plein cagnard. Pour ce qui est l'eau, pour ce qui est le microclimat, en fait vraiment la réponse aux exigences... à ce que les extrêmes climatiques nous renvoient de nos capacités d'adaptation, on va dire ça comme ça. Je sais pas si en français ça veut dire quelque chose cette phrase, mais l'idée est là. Ouais, tu partageais que dans le jardin, le potager syntropique, en plein été, un soir, tu as trouvé une feuille de chou retournée, donc qui faisait un creux et qui était remplie d'eau. Alors qu'il faisait très chaud. Ça faisait une semaine qu'il y avait 36 degrés. J'ai pas du tout arrosé mon potager de l'année. Bon, il y a eu une année assez pluvieuse. Mais ça faisait 36 degrés depuis une semaine. Il n'y avait pas de pluie depuis un bon bout de temps. Et donc, il y avait cette feuille de chou à l'envers. Il y avait 2 cm de flotte dedans. Juste par l'évapotranspiration qui revient au sol. Donc, c'est ce que mon ami Pierre, qui est pépiniériste aussi, appelle danser avec le vent. Et c'est ce que j'appelle le cycle secret de l'eau. Et on va inviter l'eau à rester au maximum dans notre système. Et la biomasse crée... En fait, il y a plein de manières de cultiver l'eau. Et ça, c'est absolument magique. On cultive l'eau en syntropie. On invite l'eau à rester sur place. On lui donne son éponge pour qu'elle puisse rester dans le sol. On invite le vent à la redéposer. Et on permet à l'évapotranspiration du maximum des plants de revenir au sol. Et c'est vraiment magique. J'ai vraiment vu ce phénomène d'évapotranspiration qui vient se condenser sous une feuille et qui vient goûter, qui vient se mettre tout doucement comme une stalactite qui se ferait à l'envers, qui vient goûter au bout de la feuille et retomber, et de le voir et de sentir cette odeur d'humidité
en plein Et ça, mois sans d'août. avoir fait d'agroforesterie, quoi. T'avais une forêt de tournesol qui C'est protégeait... ça. En fait, on va reprendre les mêmes principes, mais sur un temps beaucoup plus court. On Ouais. accepte dans ce. Alors, l'idéal, ce serait de mettre des arbres, mais il faut être réaliste et savoir que quand on a 100 mètres carrés de jardin, on va pas pouvoir changer de potager tous les 2 ans, c'est pas possible. Donc, il faut pouvoir répondre à ça, quelles que soient les situations. Et pour les maraîchers aussi, il faut être réaliste aussi. Ils peuvent pas mettre des arbres partout. Et en même temps, je fais énormément aussi de recherches sur. J'ai plein d'autres espaces. Là, je parlais du maraîchage, mais j'ai plein d'autres espaces où il y a de la production de petits fruits, d'arbres fruitiers. Voilà, j'ai établi des designs sur plusieurs années pour faire des roulements à partir de production de légumes, production de petits fruits, éventuellement poules pondeuses qui suivent dans la logique. Fruitiers qui donnent rapidement, fruitiers à long terme, bois d'œuvre. Et tout ça en ayant une diversité géante. Et ça, c'est l'idéal si on a de la place et qu'on peut bouger régulièrement. Mais sinon, il faut pouvoir répondre aux autres enjeux actuels. Donc ton but, c'est vraiment d'autonomiser les personnes qui viennent en formation, de leur donner les clés pour qu'ils puissent créer eux-mêmes un espace nourricier dans un contexte de changement climatique Oui, profond. ce qui m'importe profondément, c'est de pouvoir inviter les gens à retrouver un processus de pensée qui retourne vers le vivant. Et donc c'est vraiment là-dessus que je base mes formations, c'est-à-dire pas leur donner une recette. De toute façon, la syntropie, c'est très clair, c'est pas une recette de cuisine. C'est comprendre les leviers du vivant, comprendre le paradigme qui permet dans la globalité de se défaire de nos habitudes culturelles qui fait qu'on ne voit plus et on ne sent plus, on ne sait plus. Et à partir de là, c'est pas le mot autonomiser, ça tu dis, je l'utilise pas. Vraiment, c'est se réapproprier des savoir-être et des savoir-faire. Et c'est terriblement important pour moi parce que l'abondance qui en découle et la résilience personnelle et alimentaire et sociétale et de santé qui découle de ça, en fait, ça se répercute à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les mouvements de population vont se faire de plus en plus forts. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert une carte de l'agence américaine de la NASA qui montrait en 2050, donc dans 30 ans, hein, c'est pas dans très longtemps, les endroits du monde qui seraient absolument invivables pour les humains parce qu'on n'arriverait plus à transpirer au niveau de la peau tellement il ferait chaud et du coup on pourrait plus vivre là. Et un manque de peau, c'est des endroits où il y a quand même pas mal de personnes, et sans compter les guerres de l'eau, sans compter ces problématiques gigantesques. Et que nous soyons nous-mêmes un jour réfugiés climatiques ou qui découle du climat, donc les guerres, les pandémies et tout le bordel, ou que nous en accueillons, l'abondance et le savoir-être et savoir-faire, elle est indispensable. Ou on bouge avec ces bagages-là et cette expérience-là, ou alors on a l'abondance, elle est la fille de la générosité. Et c'est absolument indispensable parce que c'est on a profondément, je pense qu'on a beaucoup moins peur des autres quand on a reçu et qu'on sait qu'on peut donner, plutôt que quand on est dans le manque, dans la peur de manquer. C'est pas du tout la même chose. Et si, un exemple très simple, le pommier au fond du jardin, vous avez peut-être, il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast et qui ont déjà vu ou eu des pommiers au fond du jardin, des vieux pommiers, qui donnent et qui donnent et qui donnent et qui donnent. Et ça donne tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. On en met à la cave, on fait des compotes, on fait des tartes, on en donne à la famille, on en donne aux voisins, on en donne aux familles du village dont on sait qu'elles seront contentes de les avoir. On en donne aux associations, on en donne. Et en fait, c'est tellement généreux qu'on ne peut faire rien d'autre qu'accepter et redonner derrière. On passe cette générosité. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui dans notre capacité de vivre ensemble, c'est de transmettre cette abondance en fait. Et l'accueil, je suis peut-être pas claire, mais Si, c'est la bienveillance et l'abondance. L'abondance permet d'avoir moins peur, l'abondance permet d'être plus ouvert. Et je pense que ça va devenir indispensable parce que c'est les bordels. Gros bordel. Et justement, comment tu te sens, tu vois, pendant la formation, la journée de formation où j'étais là il y a quelques jours,
Tu nous as présenté un diaporama qui montre un peu l'état du monde en termes de catastrophes liées au changement climatique et aux bouleversements divers et variés engendrés par l'espèce humaine. Comment tu te sens, toi, quand tu vois ça et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas complètement bloqué et que justement tu continues d'œuvrer pour le vivant? Il y a un moment pour le désespoir, il y a un moment pour la colère, il y a un moment pour même l'extrême colère, voire l'apathie. Ça fait partie du processus normal, et pour moi ce qui est important de retenir là-bas, ça fait partie du processus normal de deuil. C'est-à-dire que être capable de faire quelque chose avec cette constatation, il faut être lucide, hein. La fin de notre vie et la vie de nos enfants, ils vont pas du tout être ce que les 30 glorieuses ont connu, ça c'est évident. Mais le fait d'accepter ça, de faire un processus de deuil par rapport à ce qu'on a fait et ce que l'humanité a fait en grosse partie de ce vivant, il est important parce qu'on peut réutiliser cette énergie pour autre chose derrière. Et du coup, elle peut être... Je peux rien faire à distance. Je peux pas changer le macroclimat, mais je peux déjà changer le microclimat. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas se tenir responsable personnellement pour la totalité des catastrophes humaines, même si nous sommes partie de l'espèce humaine, ça c'est certain. Il y a un travail énorme de fond à tous les niveaux, au niveau du citoyen, au niveau de l'humain, au niveau de l'espèce, au niveau de l'animal que nous sommes, au niveau de l'homo economicus, de tous les niveaux qu'on a en société. Mais la seule cadeau vraiment profond qu'on peut faire aux vivants aujourd'hui, je pense, c'est déjà de changer le paradigme à l'intérieur. C'est tout bête, mais d'arrêter d'être les intelligents et de faire partie d'un système intelligent. Il y a Julie m'avait envoyé une chanson de Ayla Schaffer, qui est une super chanteuse. Elle a fait une chanson où elle a reçu un message de la nature qui lui dit arrête de vouloir me sauver. Sauve-toi d'abord. Et prends soin de toi et juste... j'accueillerai tes larmes et c'est ok de pleurer et en fait de vouloir absolument tout changer. Et ça, c'est un processus qui est essentiel parce que sinon, vouloir tout changer, c'est encore l'ego qui revient, quoi. Non, déjà, si je peux aider des personnes à cheminer vers ça, je suis absolument ravie. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre aspect, c'est que j'ai une confiance absolue dans le vivant, mais vraiment absolue. Parce que on a une notion du temps qui n'est pas du tout la même. Ouais. C'est-à-dire que si nous, on continue à faire nos conneries, là, dans 7 milliards, 10 milliards d'années, la vie aura absolument re-explosé sur Terre. C'est une histoire de temps. Si nous, ça nous intéresse de garder les homo sapiens de manière à peu près agréable sur Terre, il faut peut-être qu'on se... Comment dire pas qu'on se bouge le cul, justement, c'est pour l'expression, mais qu'on se pose à terre et qu'on écoute, en fait, vraiment. Et c'est une invitation qui est profondément joyeuse, et surtout le fait de se recentrer sur ce qui est juste et ce que je peux faire là, ce que je peux transmettre moi de plus juste avec les outils que j'ai, avec le pays dans lequel je vis, la langue que je parle, enfin toutes les circonstances qui font que je suis là. Si je peux être vraiment dans la justesse, alors du coup ça va résonner dans la justesse. Et comme dit, ça j'aime bien cette expression, cette phrase de Julius Bocarme, qui est un poète belge, qui dit « Nous sommes tous et toutes des radios libres absolument incontrôlables par l'État ». Et j'aime beaucoup ça parce que c'est qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on transmet, c'est génial. Comment. Tu en avais parlé dans l'épisode 7, je crois aussi, du belge. Je radote. Non, mais t'avais pas partagé ça, par contre. D'accord. Mais en effet, j'avais trouvé cette phrase super. Et justement, ça fait le lien avec le vivant et avec l'agroforesterie syntropique, ces principes-là. C'est que le plus important, c'est qu'on trouve notre place. Enfin, qu'on trouve notre place. Ça paraît un peu un énorme projet, parce que moi-même, je me questionne beaucoup sur quelle est ma place. Toi-même. Mais toi, par exemple, Anaëlle, on sent là que ces derniers mois, tu vibres vraiment quelque chose et on sent que tu es vraiment à ta place, même si ça peut changer et ça se réadapte en permanence.
Peut-être que dans 5 ans, tu vas encore avoir des nouvelles idées et tu vas... Tous les jours, il y a des nouvelles idées, ça pousse tous les jours. C'est ça. Non, mais ça... Mais en fait, un pommier, il est bien quand il est en strate haute. Il n'est pas bien quand il est en strate émergente ou moyenne. Et ben nous, c'est pareil, on vit et on est en accord si on est là où on doit être. Et peut-être c'est ça aussi c'est retrouver sa place en tant qu'être humain dans un système plus intelligent que nous. Et du coup, notre place, c'est important d'écouter vraiment là où le vivant nous amène. Et ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de nous, quoi. Oui. Bah ça, là c'est l'aspect qui en découle, qui est entre guillemets philosophique et qui appartient à chacun de parcourir. L'idée, c'est pas de créer une nouvelle base religieuse du vivant ou quoi que ce soit. Mais ce qui est fondamental là-dedans, Ernst, il parle du vivant qui... Alors, pour moi, le vivant, je précise ce que c'est, précisément. C'est d'abord un mouvement qui va vers toujours plus de diversification, de complexification et de coopération vers l'abondance. Depuis la toute première, je ne peux pas dire cellule, parce que c'est déjà complexe, diversifié et coopérant. Là, une cellule, c'est déjà très... C'est la technologie de pointe, déjà. Depuis le début, depuis le tout début du vivant. Et par nature, elle est bonne celle-là, par nature, le vivant, l'essence même du vivant, c'est d'être impermanent, composé et interdépendant. Et si on accepte ça, il y a énormément de choses au niveau philosophique qui peuvent se caler déjà. Bon, ça c'est autre chose, ça c'est spirituel. En fait, un jardin, c'est à la fois un espace de production, à la fois un espace de verdure, à la fois un espace de fraîcheur, de cultivation d'eau, n'est-ce pas? De cultivation, j'aime bien ce mot, ça veut rien dire, de cultivation de ratatouille, de salade, de contemplation, et ça peut être aussi une cathédrale, ça peut être aussi un espace de conscience, de conscientisation. Et quand on est vraiment en relation, le vivant nous invite à écouter plus loin, regarder au-delà d'eux, et ça nous invite vraiment à la gratitude. Et une gratitude qui part du cœur, et on pourrait presque appeler ça de l'amour, dis donc. Et c'est ce que tu ressens quand tu es dans ta pépinière? Oui. Oui, vraiment. En fait, on fait un pas vers le vivant, il en fait 1000 vers nous. Heureusement, on est sauvés là. En fait, il suffit juste de réécouter le bon professeur. Et le professeur, c'est la petite salade qui pousse, c'est le lierre rampant qui arrive. C'est vraiment des savoir-être et des savoir-faire, des savoirs-écouter, des savoirs ne plus savoir, justement. Et accepter d'être... juste là, et dans la gratitude. Et c'est vraiment l'outil que nous, on peut apporter en tant qu'être humain, je pense. Nous sommes capables de semer, nous sommes capables d'aimer aussi, nous sommes capables de conscientiser, de cervelliser. Et la conscience et la gratitude, ça fait partie de nos outils conscients qu'on peut vraiment développer profondément. Et je suis absolument persuadée, je l'ai vu, le vivant est très réceptif à ça. Spécialement le végétal, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, dans l'idée de la contemplation, puisque la phrase la moitié du travail c'est de s'asseoir et d'observer, mais il faut aussi agir un petit peu. Contemplation, et c'était quoi l'autre mot? Simplexité et contemplation. Voilà, c'est vraiment la relation à la syntropie, c'est ça pour moi. Et tout à l'heure, tu me partageais que les petites salades que tu avais plantées sur le bord d'une planche dans le potager syntropique, elles ont vraiment grossi assez rapidement suite à la taille des fèves, des févroles que tu avais plantées, semées. Donc c'est ça, c'est vraiment ce truc que la taille permet vraiment de... Le fait d'observer te permet de voir quelles plantes ont besoin d'être taillées, quelles plantes ont besoin d'être semées. Et après, le vivant te répond par mille, quoi. Vraiment en poussant. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Le sol, les plantes, le tout.
quand on prend ce qu'on appelle un ravageur pour un allié, parce qu'en fait il nous montre un déséquilibre du système, si c'est au niveau du microsystème... Il y a trop de mélices. Trop de... Parce qu'il y a petit insecte Il y a des rouge petits qui mange la mélisse. Mais enfin, si tu regardes l'entièreté des mélisses, on ne voit pas l'impact du tout. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a tellement qu'il y a à manger pour tout le monde. Et quand on a pris à manger, on ne voit pas où on a pris tellement il y en a. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a, à la fin, au bilan d'une des formations, qui m'a dit ce qui l'avait touché le plus, c'était cette fonction de perturbation, c'est-à-dire qu'on va tailler, on va remplacer la masse animale qu'on a exterminée depuis un petit bout de temps, on va reposer au sol, pas avec les dents, parce qu'on n'est pas très bien adapté au broutage, mais plutôt avec une petite couteau, un petit serpette, et après la machette. On va reposer au sol, et c'est vraiment... C'est un geste, c'est un cadeau en fait. C'est comme une offrande. Et c'est une offrande qui va dans le sens du vivant. En fait, le mot perturbation, c'est quasiment un jumeau du mot abondance. L'un ne peut pas venir sans l'autre. Ça fait partie du système que le vie a mis en place pour aller vers l'abondance, quel que soit... voilà. Après, la notion de souffrance qui peut en résulter, la notion de questionnement, ça, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais c'est vrai qu'on l'aborde... On l'aborde pendant la formation un petit peu, ouais. Et elle est, voilà, c'est encore autre chose, mais si on est dans une place juste avec la reconnaissance et la gratitude, et vraiment par rapport au vivant, et qu'on se met au service de cette abondance-là, c'est pas du tout le même rapport. Et je suis très très sensible aux plantes, et il y a ce rapport-là, enfin, je le sens juste en tout cas. Et je pense que chacun a son chemin justement par rapport à ce qu'on ressent quand on taille un arbre, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes... Tu vois, tu partageais pendant la formation qu'il y a des gens qui disent que tailler un arbre, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien de tailler un arbre, alors qu'ils n'ont aucun problème de sortir la tondeuse pour tondre la pelouse. Et quand on voit comment ça repousse une pelouse, si tu la gères bien, parce que si tu exportes tout le temps... voilà. Mais en fait, c'est exactement pareil. La souffrance, c'est une question de point de vue aussi, et d'attachement. Ouais. Parce qu'on prend rarement le deuil de nos milliards de cellules qui meurent au quotidien et qui se renouvellent. Je crois que nos 300 000 milliards de cellules, me semble-t-il, sachant qu'on a encore plus de bactéries dans un corps humain adulte, sont renouvelées entièrement en l'espace de 10 ans. Si on prenait le deuil pour chacune de nos cellules, on serait mal. Et si on prend la totalité de vivant qu'il y a sur Terre comme étant un méga-organisme qui vient d'une même cellule œuf, qu'on appelle LUCA, c'est-à-dire Last Unique Common Ancestor, donc scientifiquement prouvé, n'est-ce pas, c'est comme si on était un organisme vivant et que nous sommes tous des cellules. En fait, il y a énormément de... La syntropie fait... Pour moi, c'est très important dans le vivant de comprendre la superposition des systèmes. C'est-à-dire qu'on fait tous partie de systèmes au pluriel plus grands, de plus en plus grands, et en nous, on a des organismes, donc des systèmes-organismes de plus en plus petits, et ça va dans les deux sens, à l'infini en fait, quasiment. Et cette juxtaposition des systèmes fait qu'on va être sensible à la souffrance par rapport à un système donné et dans une relation à l'autre. Et donc ça, pour un humain, je dirais, c'est un chemin spirituel qui va à côté. Mais de manière très pratico-pratique, j'aime bien la pratico-praticité, c'est très pratique, il faut que ce soit efficace. Et donc pour être efficace, on en parlait, pour moi il y a trois choses à développer, enfin que je peux développer là aujourd'hui, et en dehors du fait de transmettre des savoir-être et des savoir-faire qui sont absolument indispensables. Si on sort un peu de l'aspect philo, il faut qu'on soit extrêmement réactif. Il faut remettre entre les mains des gens l'autonomie, alors pas l'alimentaire, j'y crois pas un instant, mais la résilience alimentaire, la résilience personnelle. Moi je sais que, comme je sais maintenant qu'à partir d'une terre, excuse-moi le mot, mais merdique, que j'avais avec du chien-dent, de l'argile où il n'y avait rien dedans, du gravat, enfin bref, en 6 mois, je peux transformer ça en jungle hyper productive. Il y a une sorte d'assurance à l'intérieur, de réassurance, qui fait que même si je dois bouger, même si quoi que ce soit, je sais que j'ai les capacités de remettre en place parce que j'ai compris quelque chose. Et que cette expérience-là, ce savoir-être et ce savoir-faire,
en lien avec le vivant, il me suivra en fait. Et du coup, voilà. Il faut vraiment répondre aux besoins aujourd'hui et ça ne viendra pas de là-haut, ça c'est sûr. Et pour ça, du coup, c'est important de transmettre, c'est important d'expérimenter. Oui, alors le triptyque sur lequel je me pose, bonne transition polynésiaque. Le triptyque sur lequel je me repose, moi, c'est la formation, c'est indispensable, vraiment une formation, une transmission en fait de ce qui, de paradigme, des outils pour être autonome. C'est hyper important pour moi, que les gens repartent en ayant les outils, la compréhension du processus de mise en place d'une parcelle syntropique grâce au paradigme et aux bases de la syntropie, et qu'ils soient capables de l'adapter à leurs besoins, leurs objectifs et à leur contexte pédoclimatique. Donc ça, c'est la base. Un espace d'expérimentation et de recherche. Donc ma pépinière en fait n'est pratiquement plus une pépinière, puisque c'est d'ailleurs probablement ma dernière saison de pépinière cette année, parce qu'en fait je fais plus que de la recherche quasiment. Et donc de la recherche qui permet à la fois d'avoir un espace d'expérimentation, un espace où les gens qui viennent se former, ils voient comment ça évolue, ils peuvent toucher, regarder, sentir, voir, parce que le fait de le faire et de le voir, c'est pas du tout pareil que d'en parler. Et surtout de transmettre les dernières entre guillemets découvertes au plus grand nombre possible pour avancer le plus vite possible en tant que groupe, parce qu'on n'a pas le temps de tous faire les mêmes erreurs chacun dans notre coin, c'est trop dommage. Et ce qui marche pas, on le sait, ce qui avance, on le sait, et puis on communique comme ça, on mycorhize. Et la dernière chose, c'est que pour rendre, on va dire, la syntropie, pour démocratiser la syntropie, sachant qu'il faut une quantité monstrueuse de plants à planter pendant pour une mise en place d'un espace syntropique. Déjà, pendant les formations, j'apprends aux gens à reconnaître les plantes alliées qui vont servir comme support de biomasse notamment, ou de production, et comment les multiplier. On fait un petit topo sur une sorte de mini pépinière, ça je sais faire du coup. Comment on multiplie ça. Le but c'est que ça coûte rien, ou quasiment rien, juste le truc de départ. Et du coup, ce que je suis en train de faire, et qui est le lien entre la recherche et la formation, et enfin bref, je crée une bouturière. Alors c'est un mot que j'ai inventé, ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que des centaines et des centaines et des centaines de haies syntropiques en expérimentation, avec des expérimentations différentes tous les ans, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, on s'amuserait pas. Et donc qui me sert de terrain d'expérimentation et de production de boutures, des boutures de certains types de plantes qui se multiplient extrêmement bien, et à 95% dans les bonnes conditions, ou 99% ça repart. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir les gens que j'ai formés au minima, déjà au départ, en boutures qui sont 7 à 13 fois moins chères que si on achète un plant qui certes a 2 ans, mais qui coûte beaucoup plus cher. Donc si on veut pas avoir, s'il faut avoir 7 000 € en place sous la main pour planter 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés, ça commence à être compliqué. Donc si on veut que ça se pérennise, il faut pouvoir avoir un accès à la multiplication végétale et à la diversification variétale. Donc toutes mes recherches, pas toutes, c'est pas vrai parce que j'en ai plein en cours. Une partie de mes recherches part sur la diversification variétale, et j'ai plein d'expérimentations en cours et que je vais replanter à l'automne parce que je vais essayer tel arbre, tel truc qui sont faciles à trouver, faciles à multiplier. Ce sont vraiment mes credos, que ce soit vraiment des plantes alliées qui nous permettent d'avoir un vivant exponentiel, des oasis de vie les plus délirantes, les plus productives et les plus belles possibles, parce que la beauté fait partie de l'abondance pour moi aussi. Et si la terre était fertile? Et si la terre était fertile? Tu veux dire 2 mots sur ce livre qui est en cours de bientôt sortir? Ah oui, alors voilà, il faut que ce soit calé pour juin. En fait, j'ai repris chaque paradigme et chaque fondamentaux que Hans nous avait transmis en 2018. Et j'ai gratté avec les outils que j'avais en anthropologie, en histoire, en pratique, puisque ça fait quand même ça fait au moins 2 décennies que je suis dans un jardin, donc je commence à connaître un peu, avec les expérimentations, avec la philosophie, avec tous les aspects qui m'ont toujours intéressée, parce que l'abondance, ça fait pas 2 jours que ça m'intéresse, c'est sûr que
C'est une longue histoire, en tant que maman aussi, en tant que citoyenne, en tant que tout ce qu'on veut. Ça m'intéresse longtemps sur l'impact social, sur tout ça. Et donc j'ai travaillé là-dessus et j'en ai sorti un texte qui s'appelle « Et si la terre était fertile, invitation à l'abondance » et qui reprend les bases du paradigme. Et en même temps, j'ai mis longtemps à me dire, ok, comment on fait? Parce que la technique sans paradigme, bah, on perd tout. C'est plus de la syntropie, c'est une technique, quoi. Donc on a encore les intelligents, on n'a toujours pas compris l'histoire. Et du coup, là, je pense avoir trouvé, c'est tout frais. Je vais faire les deux, c'est-à-dire d'un côté, il y aura... d'un côté, sur le même bouquin, mais à volte-face, chacun qui départ d'un côté. Il y aura « Si la terre était fertile ?» point d'interrogation. Et de l'autre côté, ce que je suis en train de mettre en place, c'est le guide pratico-pratique du petit planteur syntropique et qui va reprendre, pour le climat tempéré, tous les points de détail avec des illustrations, avec des designs, avec des photos et qui va être mise à jour, j'espère, régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans. Il faut vraiment une mise à jour constante par rapport à ça. Et donc voilà, sous forme en tout cas de bouquins. Donc pour le moment, je crois que ça va être une sorte d'auto-édition, quelque chose comme ça, en attendant. J'ai eu des très bons retours de toi d'ailleurs, notamment sur le bouquin. Et je sens qu'il y a ce besoin, parce que même si pendant les formations, je vais donner énormément de points techniques, en 5 jours, c'est énorme au niveau des informations qui sont transmises, c'est beaucoup. Et l'idée, c'est pas de patauger, c'est de pouvoir rajouter des petits trucs qu'on n'aura pas forcément le temps de voir. C'est d'avoir sous la main quelque chose de complet qui remplace pas une formation, parce que la transmission vivante, l'observation sur le terrain, il y a plein de détails, il y a plein de choses, le processus, il s'apprend vraiment en direct, je dirais. Mais d'avoir dans la poche un support, ou une ouverture avant, ou un support après qui permet d'être efficace. Très efficace. Pour terminer, j'aime bien demander 2 questions. La première, c'est est-ce que je te donne des questions? Non, je me suis trompée. J'aime bien poser 2 questions. D'accord. Après, on peut faire ça pour rigoler, tiens. La première question, du coup, j'ai une question et après, tu vas me poser une question. À qui tu as envie de dire merci? C'est le petit moment de gratitude. Alors c'est hyper important pour moi cet aspect de gratitude. J'ai une énorme gratitude pour tous mes professeurs dans la syntropie qui sont en tête Ernst et puis après Steven et Felipe avec qui j'ai fait 1 an plus tard une autre formation et qui m'ont offert, inconsciemment peut-être, mais en tout cas ils l'ont fait. Le tableau à double entrée, ça a l'air idiot comme ça, mais un tableau à double entrée fantastique, qui est un outil sur lequel je me base tout le temps maintenant pour pouvoir faire les plantations et qui est un outil que je veux que les gens que je forme comprennent, intègrent et soient autonomes avec quand ils repartent d'une formation. Et surtout les professeurs, pour moi, c'est à la fois les gens que je forme, c'est le vivant, c'est mon jardin, c'est voilà, c'est la vie. Mais il y a vraiment une énorme gratitude de ces conditions-là. Et je suis ravie de pouvoir, du coup, pour finir, déployer une bouturière en lien avec de la formation, parce que la bouturière, je ne pourrais pas en vivre. Mais tout en lien, ça me permet de vraiment me consacrer à la recherche, en fait. En gros, c'est ça. À la recherche et à la transmission. C'est ça qui me botte. Et je pense que c'est de ça dont a besoin la syntropie aujourd'hui pour pouvoir se développer en climat tempéré de manière efficace. C'est de la recherche, avec les besoins. Ok. Voilà. Et est-ce que tu veux me poser une question pour finir ? Oui, est-ce que tu veux bien faire une formation avec moi Oui, parce que je devais en faire une et finalement j'étais fatiguée, donc je suis venue qu'à une journée. Donc promis, parce que je dois faire une formation avec toi si je veux en faire une spéciale poule. C'est ça, on ferait un bis syntropie spécial design de poule, pour une poule pondeuse en syntropie pour essayer d'avoir une... Vas-y, raconte. En ce moment, je suis à la ferme de Marcillac, épisode, je crois, 40 ou 35 du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Et Hugo a, comme beaucoup d'éleveurs, en fait, un coût d'aliment pour les pondeuses qui a quasiment doublé depuis 6 mois. Et du coup, il y a vraiment un challenge à ce que les poules puissent
produire des œufs en trouvant elles-mêmes leur nourriture dans leur jardin nourricier, dans leur forêt jardin peut-être. Donc on aimerait explorer comment la syntropie peut permettre d'offrir aux poules un écosystème nourricier. Voilà, et ça rejoignait une idée qui me traîne dans la tête depuis 3-4 ans avec une production, une polyproduction, du coup, pas uniquement de la poule pondeuse, mais qui serait complètement en relation avec la poule et qui pourrait donner à manger et qui pourrait faire une production séparée aussi et qui déboucherait sur, enfin bref, toute la succession de la production justement. Et qui pourrait aussi répondre à un besoin de polyculture, petit élevage qu'on trouve chez les maraîchers, qui ferait un atelier. Enfin bref, il faut trouver un design, une application qui soit efficace. J'aime l'efficacité. Et alors, on va peut-être mettre ça en place, et ce serait chouette. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier truc à dire à nos auditeurs et auditrices ? Goodness. Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Je traduis. Le succès n'est pas final, si on traduit comme ça. Le failure, le fait de se casser la gueule. L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Et c'est de Winston Churchill. Voilà. Le petit mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup Anaëlle pour ce moment. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à 3 personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.